Nous allons maintenant, en direct depuis la région norvégienne, écouter Mark Rutte, le chef de l'OTAN, qui commence à parler des opérations de l'Alliance dans le pays. Il pourra cependant s'exprimer plus tard sur le conflit au Moyen-Orient. Quelle que soit la direction d'où viennent les défis, nos forces armées sont prêtes à opérer dans des conditions extrêmes et le Code Response 26 pousse cette préparation encore plus loin. Je tiens à vous remercier, nos hôtes, pour votre leadership pendant cet exercice. En travaillant ensemble, nous continuerons à garantir la sécurité et la protection des nôtres. À présent, je cède la parole à la ministre des Affaires étrangères de la Norvège, s'il vous plaît. Merci Marc. C'est cela, la sécurité dans l'Arctique, c'est-à-dire l'OTAN à son meilleur. 32 000 soldats, 14 pays qui s'entraînent ensemble dans un environnement arctique, sur terre, dans les airs, en mer, des opérations combinées démontrant notre capacité à planifier et à mener des missions complexes. Nous sommes heureux de voir nos amis et alliés travailler avec nous lors de cet exercice. Tori et moi sommes fiers d'accueillir le secrétaire, de t'accueillir, Marc, pour voir ce que nous faisons ici. La Norvège cherche depuis longtemps à renforcer l'Arctique au sein de l'OTAN et nous sommes heureux que cela se produise. Nous reconnaissons maintenant que nous vivons dans l'environnement de sécurité le plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est précisément pour cela que l'OTAN a été créée et c'est pourquoi nous la maintenons comme priorité dans notre perspective de sécurité. Aujourd'hui, nous avons une guerre en Ukraine et des problèmes croissants également ailleurs, avec un état d'alerte élevé concernant ce qui se passe ici, dans notre voisinage immédiat. Mais il est très rassurant de savoir que sur les 8 pays de l'Arctique, 7 font partie de l'OTAN. Si quelqu'un veut renforcer la capacité de défendre et aussi de protéger l'Arctique, il y a un endroit unique où aller, l'OTAN. Et l'OTAN démontre vraiment sa sécurité, ses capacités dans l'Arctique. J'ai entendu de nombreuses personnes qui participent à ce code response et à d'autres. Le grand avantage de s'entraîner ici, c'est que, comme le dit la chanson, si vous y arrivez ici, vous pouvez y arriver n'importe où. C'est vraiment un excellent endroit, non seulement pour les opérations militaires, mais aussi pour la survie et l'efficacité en prenant soin des troupes pendant qu'on le fait. Donc, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes ici. Je suis très heureux d'avoir Mark Rutte, le secrétaire général, et aussi que nous ayons nos 32 000 soldats travaillant ici en Finlande et dans les océans lors de cet exercice si important. Merci. D'accord, merci. Secrétaire général, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense. Nous allons maintenant ouvrir la séance aux questions des médias norvégiens. Tout d'abord, la chaîne norvégienne NRK. Merci. Bonjour Monsieur Rutte. Le renforcement militaire de la Norvège se fait-il assez rapidement? Quel est votre avis à ce sujet? Oui, je pense que oui. Eh bien, la Norvège investit sans aucun doute massivement dans ses capacités militaires. Vous avez une voie claire pour en faire plus dans les années à venir. En ce qui concerne l'Ukraine, vous êtes vraiment l'un des leaders de l'OTAN dans le soutien à l'Ukraine. En ce qui concerne les dépenses de défense, le flanc Est, l'Arctique et toutes ces questions, la Norvège assume un rôle de leader. Vous n'êtes pas la plus grande nation, mais vous avez des performances supérieures à la moyenne, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Passons à TV2. Donald Trump a exprimé une forte frustration face à la réticence des alliés de l'OTAN à participer aux efforts pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Et il a laissé entendre que les États-Unis pourraient se retirer de l'Alliance. Comment répondez-vous à cela? Et cela vous amène-t-il à reconsidérer le rôle de l'OTAN au Moyen-Orient? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi d'affirmer et de dire que, lorsqu'il s'agit de l'Iran et du risque que l'Iran acquiert des capacités nucléaires ou des missiles balistiques, nous avons dit de façon constante, en tant qu'OTAN, collectivement, que cela ne peut pas arriver. Par conséquent, il est vraiment crucial que cette capacité, tant en ce qui concerne les missiles balistiques que la capacité nucléaire, soit sévèrement réduite. Concernant le détroit d'Ormuz, j'ai échangé avec de nombreux alliés et nous sommes tous d'accord pour sa réouverture. Et ce que je sais, c'est que les alliés travaillent ensemble, discutent de la manière de le faire, de la meilleure façon de procéder. Ils travaillent collectivement là-dessus pour trouver une voie à suivre. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au forum Forsvaré.
Bonjour Monsieur Rutte, j'aimerais savoir à quel point cet exercice est important, avec tous ces pays alliés qui s'entraînent ensemble dans une région pas très loin de la Russie. Oui, c'est vital quand on regarde la Russie et qu'on voit ce que la Russie fait actuellement en Ukraine. Et pendant qu'ils combattent en Ukraine et contre l'Ukraine, l'Ukraine se bat courageusement. Et je suis vraiment impressionné par ce que font les Ukrainiens. Mais pendant que la Russie fait cela, en même temps, ils parviennent encore à maintenir la production de leur base industrielle de défense. Ils dépensent 40% du budget pour la défense, du budget de l'État, ce qui représente 10% du revenu national de la Russie. Cela signifie que ce n'est pas pour des défilés à Moscou, mais pour être utilisés comme ils le font actuellement contre l'Ukraine. Et nous savons, grâce à des sources ouvertes, ce que nos services de renseignement disent et ce que les médias mentionnent depuis 12 à 18 mois, que nous devons être prêts à ce que la Russie, en effet, lance un défi à l'OTAN. Cela pourrait être en 27, cela pourrait être en 29, cela pourrait être en 31, et cela signifie que nous devons être prêts. Nous avons décidé, en gros, de dépenser les fameux 5% convenus, y compris les 3,5% en dépenses centrales de défense. L'objectif est de garder l'Ukraine forte et de privilégier la production industrielle. La Norvège stimule sa propre production en travaillant en collaboration avec des partenaires transatlantiques en Europe et aux États-Unis. Nous voyons de nombreux exemples de cela, y compris dans cet exercice, de ce dont la Norvège est capable, mais aussi le reste de l'Alliance. Par conséquent, je crois que nous devons vraiment rester extrêmement vigilants. Merci. Question pour Monsieur Rutte. Les ministres peuvent également répondre. Quelle est l'importance des chemins de fer dans le contexte de l'OTAN pour le transport des équipements militaires? Et la Norvège, la Suède et la Finlande devraient-elles avoir le même équipement? Merci. Eh bien, la mobilité militaire, pour utiliser le terme à la mode, est cruciale. Parce que ce que vous attendez d'un pont, ce n'est pas seulement qu'il supporte ma voiture, vous savez, de 18 ans, mais qu'il puisse supporter un char si jamais il doit traverser ce pont. Nous savons qu'il existe de nombreux exemples en Europe où nous devons faire davantage pour garantir que les ponts puissent supporter notre équipement militaire lourd en temps de guerre. Mais il ne s'agit pas seulement des ponts. La question, c'est la logistique et les déplacements d'un endroit à l'autre. Lorsque vous regardez la Norvège dans tous les détails, peut-être qu'une partie de cela est confidentielle, mais lorsque vous regardez la carte de la Norvège, vous trouverez facilement les points sur la carte. La Norvège est vitale pour garantir que, s'il y a besoin de renforts, il passe par là en direction de l'Europe. Dans mon pays, les Pays-Bas, le port de Rotterdam en est un exemple, comme cela est de notoriété publique, et d'autres ports européens sont également essentiels. La mobilité militaire joue un rôle vital, nos chemins de fer jouent un rôle vital, donc nous travaillons là-dessus jour après jour. Nous faisons cela avec la Norvège, le Royaume-Uni, la Turquie en collaboration avec l'Union européenne. Lorsqu'il s'agit des pays de l'Union européenne, bien sûr. Aussi avec l'UE, en travaillant avec la Norvège, le Royaume-Uni, la Turquie et d'autres pays hors UE dans un effort commun. C'est formidable d'avoir des investissements et une production dans l'industrie de la défense avec des troupes bien entraînées, mais nous devons les amener là où elles sont nécessaires. Merci. En ce qui concerne la question de Nia Tromstedt, cela fait 70 ans que nous sommes seuls au sommet de l'OTAN. Nos amis, la Finlande et la Suède, étaient des partenaires, de bons amis, mais pas des alliés. Maintenant qu'ils sont devenus des alliés, nous ne pensons plus seulement à l'axe nord-sud, mais aussi à l'est-ouest. Et il y a d'énormes opportunités pour la coopération militaire, ainsi que de nouveaux besoins en matière de mobilité militaire. Dans cette région du Nord, que nous appelons Nordi-Norden, l'extrême Nord, dans la coopération entre la Finlande, la Suède et la Norvège. C'est aussi ce que nous montrons avec cet exercice. Nous voyons donc que cela a renforcé notre profondeur stratégique et aussi notre capacité à combiner des forces qui auparavant n'arrivaient pas à se combiner. Alors, vous savez, faire cet exercice maintenant nous donne aussi l'occasion de le démontrer. Alors, nous avons terminé ce plan, Nimrod, et nous passons maintenant aux entretiens individuels. La NRK avec le ministre de la Défense, puis la TV2 avec celui des Affaires étrangères. Merci, merci.
Très bien, vous venez d'entendre en direct donc Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, parlant directement de la Norvège, où il répond à la question sur le rôle stratégique de l'OTAN dans l'Arctique. C'est pour cela qu'il est en Norvège aujourd'hui. Mais il y a aussi eu une question sur le détroit d'Ormuz et avec moi Angela Dieffle qui écoutait un peu ces questions. Et Angela, parlons donc du détroit d'Ormuz. La question qui lui a été posée à ce sujet n'a pas reçu de réponse particulièrement claire. Il convient de le souligner de la part de Mark Rutte. Il a dit « Écoutez, nous discutons collectivement de la manière dont le détroit peut être rouvert, mais rien de concret n'est venu de lui. » Ça ne pourrait pas être plus vague, vous savez. Il travaille sur un plan. Le travail de Mark Rutte, bien sûr, est d'essayer de maintenir cette alliance de l'OTAN unie. C'est exactement pour cet objectif qu'il est là et, en ce moment, c'est un travail extrêmement difficile et exigeant. Trump, bien sûr, n'a pas cessé de critiquer ouvertement ses alliés européens et le Canada au sein de l'OTAN pour leur refus total et persistant de l'aider à débloquer le détroit d'Ormuz. Les Européens et le Canada ont tous souligné qu'ils n'avaient pas été consultés à ce sujet au préalable et qu'ils considèrent l'OTAN comme une alliance défensive. Que les États-Unis n'ont pas été attaqués, ils ont choisi de commencer cette guerre. Et aussi, du point de vue de l'Europe, ils sont actuellement confrontés à une véritable puissance nucléaire. Au lieu d'une puissance comme l'Iran, qui pourrait très bien être en train de devenir une dangereuse puissance nucléaire. Alors, ils ont été très clairs sur leur position. Trump a dit « J'ai prévenu, je savais qu'ils ne viendraient pas nous aider. Nous n'en avons pas besoin de toute façon, mais je m'en souviendrai. » Et il est possible que vous savez cette attitude à court terme de l'Europe, que vous nous avez insultés à Davos, que vous n'avez pas pris soin de cette relation. Que l'Europe pourrait amèrement le regretter. Trump pourrait très bien s'en souvenir et laisser cela influencer sa position envers l'Ukraine. Nous avons déjà vu cela se produire. Il a accordé une exemption de 30 jours aux sanctions sur le pétrole russe, ce qui a profité à la Russie. Et toutes ces choses sont en fait liées les unes aux autres. Le président Zelensky a agi rapidement, sans poser de questions. Pouvons-nous aider d'une façon ou d'une autre? Nous avons des intercepteurs anti-drones bon marché. Nous pouvons les aider à les utiliser. Tout cela est un mélange très confus. Vous savez, Trump a récolté les fruits de sa position envers les autres alliés de l'OTAN. Il refuse de s'impliquer dans une guerre potentiellement compliquée. L'objectif n'est pas clair. Cela ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à la fin de la guerre en Irak. Et c'est pourquoi il y a de très bonnes raisons pour que chaque capitale européenne ait décidé qu'il n'est pas dans l'intérêt de son pays d'aider les États-Unis. Mais ces choses sont liées. On doit s'attendre en Europe à ce que tout cela puisse être réparé dès que Donald Trump quittera la scène. Il est difficile de le comprendre, lui et ses motivations. Sa position est tellement difficile à interpréter que peut-être l'idée est que les deux côtés de l'alliance vont rester fermes. Et une fois que Donald Trump ne sera plus là, les choses sembleront un peu meilleures. Mais cette guerre avec l'Iran est une illustration supplémentaire des tensions entre le gouvernement Trump et le reste de l'OTAN. Très bien. Merci pour vos réflexions, Angela.